Eh bien, merci de me donner la parole au terme de cette journée d'une richesse exceptionnelle, mais d'une indiscutable densité. Je pense que personne ne me contredira. Il convient, bien entendu, de féliciter les organisateurs et tous les participants pour la qualité des débats. En revanche, je ne sais pas si personnellement je peux remercier les organisateurs, malgré la confiance qu'ils m'ont accordée, en me chargeant d'une synthèse à une heure aussi tardive, ce qui est une tâche redoutable. Je vais donc essayer de ne pas épuiser l'auditoire qui a eu le courage de rester jusqu'ici. Beaucoup de personnes ont dû nous quitter, à regret, j'en suis sûre, en raison de contraintes de transport, d'obligations familiales, voire pour certains de l'heure du Shabbat. J'espère qu'ils auront les moyens, s'ils le souhaitent, de partager la fin de nos échanges, soit par une vidéo, soit grâce à la publication des actes du colloque. Alors l'avantage, c'est que M. Spire n'aura pas à me tancer en me disant que je retarde les orateurs suivants. Ça, c'est un avantage. Voilà. Et j'ai pris soin d'inviter mon mari en me disant que j'aurais au moins un auditeur, parce que là, j'ai des mesures de rétorsion qui étaient possibles. Alors dès ce matin, comme vous, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et même d'émotion la relation des événements d'après-guerre et la volonté politique qui a conduit à la création de la CIVS. Monsieur Lionel Jospin, le Premier ministre de l'époque, qui était un des principaux acteurs de cette mise en place, nous a fait l'honneur de sa présence et de nous rappeler ces événements et son engagement personnel. Alors, comme beaucoup, il a évoqué, c'était incontournable, le discours du président Jacques Chirac lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, dans la tradition duquel s'est situé en 2018 notre Premier ministre actuel, M. Édouard Philippe. Alors, nous avons entendu le président Bernard, qui a dû nous quitter et qui anime toujours avec vivacité, humour, humanité les séances de la CIVS et qui nous a fait profiter aussi de son témoignage de première main. Nous avons bénéficié de l'éclairage de nos partenaires américains avec qui, depuis les accords de Washington, nous avons pu nouer un dialogue apaisé, comme on a pu le voir, tant avec l'intervention de M. l'ambassadeur Eisenstadt, qui était plein de bienveillance, qu'avec celle du professeur Weisberg, parlant au nom des plaignants. Alors je vais résumer très rapidement pour ne pas vous lasser ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part un bilan que je qualifierais de satisfaisant avec quelques réserves. On a dit ce matin qu'il fallait dire un bilan estimable et contrasté, et d'autre part des perspectives nouvelles et passionnante. Puis je vous livrerai quelques observations personnelles, mais rassurez-vous, ce sera rapide. Alors, le bilan, évidemment, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Je vous rappelle, environ 30 000 dossiers depuis le début des travaux de la Commission. Et si je prends les chiffres du rapport 2018, 518 264 617 euros recommandés au titre des spoliations matérielles. Je n'ai pas l'habitude de manier des chiffres de cette importance, 55 751 078 pour les spoliations bancaires. Ce bilan chiffré ne saurait évidemment masquer les quelques difficultés persistantes qui ont été évoquées, relatives par exemple, comme l'a exposé M. Augustin, à la recherche des ayants droit et au sort des parts réservées. Les divergences ou les hésitations gouvernent aussi la question des ventes forcées, comme nous venons de l'entendre, qui sont ou non considérées comme des spoliations suivant les pays. Alors, sur toutes ces questions et d'autres difficultés, j'ai eu le plaisir d'entendre à nouveau, comme ça avait été le cas à Bonn l'année dernière, le professeur Matthias Weller de la faculté de droit de l'université de Bonn, qui œuvre avec son équipe pour construire à partir des accords de Washington ce qu'il avait à l'époque appelé une grammaire commune, c'est-à-dire une interprétation conduisant à une jurisprudence juste et équitable dans l'ensemble des pays européens.
Cette équipe est un exemple et j'espère de tout cœur qu'on pourra voir en France des équipes universitaires, sinon semblables, du moins qui auront le courage de se lancer dans ces travaux, peut-être grâce à un des nouveaux membres de la CIVS, le professeur Xavier Perrault, bien qu'en France nous ayons une difficulté, c'est l'organisation de la recherche universitaire qui est extrêmement cloisonnée matière par matière, et tout ce qui est transversal rencontre un accueil mitigé de la part du Conseil national des universités. Sur les perspectives, c'était donc cet après-midi la nouvelle organisation des biens culturels qui nous a été exposée par le directeur de la mission, David Zivie, lequel a fait part de ses ambitions. Le mot-clé était évidemment, tout l'après-midi, la recherche de provenance. Nouvelle discipline, a-t-on dit, conditions de toutes les restitutions. Et nous avons constaté, avec l'exposé de M. Chauffour, de M. Weidinger, de Mme Grutter, mais aussi d'autres, qu'aucune recherche de provenance efficace ne pouvait avoir lieu sans un travail en réseau. Alors, ce travail en réseau, il a toujours existé dans une certaine mesure, mais il a été renforcé officiellement et juridiquement par la création de ce réseau, disons plutôt ce network entre les commissions européennes, destiné à mettre en œuvre un plan adopté à Londres en 2018, plan qu'a décrit par exemple Madame Woodhead. Le secrétariat et l'animation de ce réseau incombent toujours en 2019, pour le moment, à la France et donnent lieu à l'édition de cette passionnante newsletter dont on vous a déjà parlé, grâce aux collaborateurs de l'antenne de la CIVS à Berlin. Alors, il reviendra aussi à ce réseau de déterminer le champ d'application de la notion de bien culturel, et nous avons déjà compris, nous y réfléchissons à la CIVS, mais nous avons compris en entendant l'intervention de Mme Bartoli et de M. Finsterwalder qu'elle ne saurait être limitée aux œuvres d'art plastique, ce qui était prévisible dès lors qu'on s'attaquait au peuple du livre. Vous avez tous écouté avec attention ces présentations passionnantes sur lesquelles je ne m'attarderai pas davantage pour ne pas les paraphraser et encore moins les trahir. Alors il me reste, avant de vous libérer, et comme les organisateurs m'y ont encouragé, peut-être imprudemment, à exprimer deux séries de réflexions très personnelles, inspirées par les débats d'aujourd'hui, mais confrontées à mon expérience assez récente, il est vrai, au collège délibérant de la CIVS. Alors, la première série de remarques concerne la structure de la journée, c'est-à-dire un après-midi entier consacré aux biens culturels. Je vais vous faire un aveu, c'est que je craignais que ce programme ne soit à l'origine d'un déséquilibre. J'avais peur que l'attrait médiatique des restitutions d'œuvres d'art, la popularité des films comme Monument Men, ce qui est évoqué en vrai par M. Eisenstadt, ou La femme au tableau, j'avais peur que cet attrait médiatique ne masque le fait que la mission première de la CIVS a toujours été et est toujours l'indemnisation des familles juives installées en France, celle que le beau diaporama de Dan Greenberg a illustré ce matin. En effet, c'est un élément sociologique. La France, en 1940, et en particulier la ville de Paris, abritait de nombreuses familles aux revenus moyens ou modestes. Certaines y étaient établies depuis des générations, d'autres avaient cru y trouver récemment refuge pour fuir les persécutions d'Europe de l'Est ou de l'Orient. Or, les spoliations de masse orchestrées par les nazis et exécutées par les autorités françaises ont concerné tous les juifs résidant en France, qu'ils aient ou non la nationalité française, qu'ils aient été déportés ou qu'ils aient été sauvés par les familles non juives, les justes parmi les nations. Et donc, cela a été rappelé, le quotidien de la CIVS est constitué par l'indemnisation du pillage des appartements en vertu de la meuble-action, de l'arianisation des commerces, des maigres effets qui ont été dérobés aux personnes arrêtées, du passage en zone libre
ou de l'abandon d'un logement de refuge. Mes craintes étaient infondées, car tous les orateurs, y compris le responsable de la nouvelle mission relative aux biens culturels, M. Zivie, ont affirmé que la France s'honore tout autant lorsqu'elle accorde à des requérants quelques milliers d'euros pour une machine à coudre qui devait se trouver dans l'atelier d'un confectionneur disparu dans les camps, pour une pièce avec cuisine dans le 11e arrondissement ou pour un livret d'épargne contenant quelques économies, que pour le retour d'un chef-d'œuvre de l'impressionnisme. Je songe à tous ces requérants que nous avons eus devant nous et à l'émotion qu'ils ont éprouvée avec l'indemnisation de ces objets modestes. Et par exemple, un souvenir récent m'est resté, ce sont des photographies qui ont circulé parmi nous de cette magnifique jeune femme, mannequin chez Lanvin, qui a été dénoncée par un citoyen français et déporté sans retour en 1944, et à qui nous avons rendu justice en allouant à ses descendants une somme, certes peu élevée, pour les quelques bijoux personnels ou les fourrures qu'elle possédait, ainsi que le studio qu'elle louait à Paris. Mais au terme de cette seconde partie, ce qui a dissipé mes craintes aussi, c'est que j'ai réalisé que tout le travail de recherche, combien tout ce travail de recherche de provenance révèle des destins personnels et collectifs des propriétaires de ces œuvres, de sorte que l'enjeu des restitutions est loin d'être exclusivement financier, comme nous l'avons par exemple compris en écoutant Madame Lessing. C'était la première série d'observations dont je voulais vous faire part. La seconde série d'observations a été inspirée par certains intitulés de cette matinée. Ces intitulés, c'est tout d'abord « Les indemnisations rendent-elles compte des préjudices subis ?» Autre intitulé qui m'a interrogée, « Une réparation probablement incomplète ». Alors, est-ce que notre travail de réparation est incomplet? Est-ce qu'il rend compte des préjudices subis? Il me semble que nous avons, à la CIVS, éprouvé à plusieurs reprises une sorte de malaise, une ambiguïté, une ambivalence entre notre travail suivant qu'il s'agit d'appliquer des règles de droit ou qu'il s'agit de l'équité, des exigences de l'équité qui étaient si chères au premier président Drey. Certes, le droit applicable prend en compte les exigences de l'équité. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait jamais eu aucune restitution, car toutes les réclamations auraient été prescrites. En matière civile, la prescription ne saurait excéder 30 ans. Or, la CIVS a commencé à examiner des demandes 60 ans après les faits. De même, devant les juridictions civiles, un demandeur doit apporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice. Il n'en est pas ainsi devant la CIVS, où l'on se contente d'allégations accompagnées d'éléments de preuve très ténus, l'instruction du rapporteur ayant précisément pour but d'assister le requérant, dont les déclarations sont tenues a priori pour vraies, sauf dans des cas où elles sont contredites par des éléments de fait qui ressortent de son dossier. Mais en dehors de ces particularités procédurales, c'est le droit que nous devons appliquer, c'est le droit français. Or, paradoxalement, cette application peut aboutir à des recommandations qui nous mettent mal à l'aise. Alors, ça n'est pas nouveau, il y a un célèbre adage juridique qui est « summum ius summa injuria ». Il est possible que l'application du droit conduise à une situation inéquitable. Et ça a été un petit peu abordé aujourd'hui avec le droit des successions qui commande la détermination des ayants droit et la part qui revient à chacun. Alors, on a parlé de la troisième génération ou des petits-neveux. Ce qui nous a plutôt gênés, ce sont des cas où une descendante d'une victime de la Shoah, ou un descendant, mais le cas auquel je pense, ce n'était pas du sexisme, le cas auquel je pense, c'était une dame,
qui était décédé sans enfant et qui avait légué tous ses biens, un légataire universel, qui était un parfait étranger à la famille. En l'espèce, je crois que c'était son voisin de palier. Dans ce type de situation, il est normal que nous éprouvions une certaine gêne. Et d'autres fois, une branche de la famille se trouve totalement évincée au profit d'une autre, alors que la branche évincée avait eu le souci de maintenir la mémoire du défunt, et la branche qui reçoit l'indemnité ne s'est pas tellement préoccupée des conséquences de l'extermination. Alors, dans cette situation, la CIVS peut mettre en œuvre sa fonction de conciliation, qui est prévue expressément par le décret de 99, et il est arrivé que l'on puisse convaincre un bénéficiaire de renoncer à une partie de ses droits. L'année dernière, nous avons, dans une très grosse affaire, obtenu une transaction à cette fin. C'est encore l'équité qui nous conduit parfois à préconiser l'indemnisation d'une clientèle de fonds de commerce, alors même que le fonds de commerce a pu être repris après la guerre, lorsque celui qui l'animait a été déporté et que sa famille n'a pas la même compétence pour reprendre la clientèle. Plus généralement, et ce sera ma dernière observation, on peut s'interroger sur le fait que la commission Matteoli, suivant sa feuille de route, puis le gouvernement, ne se sont attachés qu'à la réparation des spoliations matérielles. Pour ce qui est des préjudices moraux considérables qui ont été subis par les familles, le Conseil d'État, en 2009, a validé dans un avis l'absence de réparation individuelle, estimant que l'on pouvait se satisfaire des réparations collectives ou forfaitaires, par exemple les sommes versées par l'Allemagne dont on a parlé tout à l'heure, ou les pensions d'orphelins de la Shoah. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause aujourd'hui, surtout à une époque aussi tardive, les choix qui ont été opérés par les pouvoirs publics. Je constate seulement qu'ils sont en porte-à-faux avec les tendances de la jurisprudence judiciaire en matière de responsabilité civile, ce qu'on appelle la jurisprudence de droit commun, car il y a bien longtemps que les tribunaux indemnisent les souffrances morales subies par une personne et transmises à ses héritiers, voire les souffrances des héritiers du fait de la perte d'un être cher. Et même, très récemment, j'ai eu à la Cour de cassation à rencontrer des dossiers où, peut-être à la suite des attentats de masse, des attentats terroristes de masse, on a vu l'émergence d'un nouveau préjudice, qui est le préjudice d'angoisse d'une mort imminente. Alors, ce sont des dommages-intérêts qui sont versés aux ayants droit d'une personne décédée lorsque ces personnes ont pu, pendant quelques minutes ou quelques heures, envisager la certitude de leur propre mort. Force est de constater, mais c'est une simple interrogation, qu'en limitant les réparations aux spoliations matérielles, on est loin du principe de la réparation intégrale à laquelle les tribunaux sont attachés. Mais pour conclure, il faut bien reconnaître que, et ça a été dit à plusieurs reprises, les recommandations de la CIVS, même lorsqu'elles sont strictement cantonnées à l'application des textes, n'en possèdent pas moins des vertus de restauration d'ordre psychique ou symbolique. Vous avez peut-être pu consulter l'échantillon des lettres de remerciement qui ont été envoyées par les requérants. Vous avez vu également la vidéo des rapporteurs qui ont tous unanimement expliqué ce que les requérants avaient exprimé. On m'a raconté, par exemple, ça n'est pas apparu dans les vidéos, cette séance extraordinaire bien avant mon arrivée, il y a quelques années, au cours de laquelle une requérante, qui avait été élevée en Pologne par une amie non juive de sa mère,
a pu découvrir pour la première fois lors d'une séance de la CIVS, dans le dossier, le visage de son père déporté sur une carte d'identité d'étranger de la préfecture. Pour ma part, et je terminerai en vous racontant ma vie, j'ai pu apporter à une dame âgée qui avait 7 ans à l'époque de l'occupation, j'ai pu lui transmettre la photographie de la maison où elle avait été réfugiée pendant quelques mois pendant la guerre après l'assassinat de son père. Elle a été réfugiée avec sa mère et ses grands-parents parce que le hasard des destins individuels fait que cette maison, c'est aujourd'hui notre maison familiale. Je suis donc particulièrement fière d'avoir été désignée au titre de la Cour de cassation pour siéger dans cette institution qui est l'honneur de la République et qui permet de restituer aux générations futures leur histoire personnelle, leur passé, ce qui est aussi une richesse, tant il est vrai que, comme l'a écrit Elie Wiesel, un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir. Je vous remercie.